Mélenchon, en direct du Zénith de Toulouse. Chers amis, chers camarades, d'abord vous dire ma joie, mon bonheur d'être de nouveau avec vous, parce que dans cette salle, on a vécu des grands moments. Et puis, vous dire que ce meeting est pour moi un peu particulier, parce que nous allons aller chercher dans les heures qui viennent l'élection au Parlement européen de Jean-Luc Mélenchon. Et quand même, lorsque j'ai lancé cet appel à l'union, au rassemblement, au mois d'octobre dernier, le premier qui a répondu présent et qui a eu le courage de faire les gestes qu'il a faits, de fonder ce nouveau parti, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors ce courage-là, oui, il faut le porter au Parlement européen. Et partout où je mène campagne avec Christian Piquet, nous avons les mêmes salles que ce soir, ce même sentiment de fraternité et surtout cette fierté, cette joie d'être peut-être ceux et celles qui allons faire du neuf à gauche. Car ce front de gauche, il est issu de ceux et celles qui luttent, de ceux et celles qui n'acceptent pas qu'aujourd'hui les actionnaires touchent leurs dividendes au moment où les ouvriers reçoivent leurs lettres de licenciement. Ce front de gauche, il est issu de ceux et celles qui se battent contre le despotisme de l'argent roi, de ceux qui se croient les maîtres du monde. Et ce front de gauche, il est issu de cette solidarité que l'on retrouve dans toutes ces luttes. Nous défilons ensemble le 29 janvier, le 19 mars, le 1er mai, nous allons nous retrouver ensemble le 13 juin. Eh bien, ce que dit le front de gauche, il dit qu'il faut se retrouver ensemble le 7 juin. Il faut se retrouver ensemble pour dire notre détermination à changer de politique en France et à changer de politique en Europe. Le front de gauche, c'est le tous ensemble qui prend le chemin, pas simplement des luttes, mais qui prend le chemin des urnes pour ouvrir une perspective politique et pour battre Sarkozy demain. Alors, ce mot « changer », vous avez dû le voir en regardant les clips officiels, même l'UMP est pour changer d'Europe. C'est même d'ailleurs assez inquiétant leur mot d'ordre parce qu'ils disent qu'il faut changer d'Europe comme nous avons commencé à changer la France. Ah, vous vous dites stop, stop, il faut leur faire barrage. Et ils prononcent tous ce mot changer parce qu'ils ne veulent pas assumer qu'ils sont responsables et coupables de la crise que nous connaissons aujourd'hui, que connaît l'humanité et qui provoque autant de souffrances sociales et démocratiques. Ils sont responsables et coupables parce que c'est eux qui ont porté les dogmes de la libre concurrence, du tout marchand, de l'OMC au FMI, en passant par les gouvernements Merkel, Sarkozy, Berlusconi et en passant par la Commission de Bruxelles. Ils ont tous porté cette politique libérale qui a favorisé cette financiarisation de notre économie, qui a favorisé la spéculation à outrance et qui fait qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes ne savent pas de quoi demain sera fait. Oui, responsables et coupables. Alors il faut les chasser du pouvoir. Il faut, à l'occasion de ces élections européennes, leur montrer que nous voulons les sanctionner, les punir. Alors je sais bien que Mme Alliot-Marie nous parle souvent d'impunité. Elle veut condamner les récidivistes. Eh bien, il y a des récidivistes qu'il faut condamner, c'est tous les libéraux et Nicolas Sarkozy en premier. Et pour pouvoir continuer à mener leur politique, ils nous mentent. Regardez-le, le plus grand des menteurs, Sarko la rupture, qui a continué à servir les propriétaires du capital. Regardez-le, Sarko le menteur, qui nous a dit qu'il allait prendre la présidence de l'Union européenne pour changer les choses. Et le résultat, c'est lui qui a accompli le plus grand déni de démocratie. Il a mis la main sur le vote des citoyens et des citoyennes, sur le vote de son peuple, pour nous faire le traité de Lisbonne, ce triste ressucé du traité constitutionnel que nous avions refusé, notamment ici, dans cette grande région du Sud-Ouest.
Et alors le dernier de Sarkozy le menteur, c'est la moralisation du capitalisme. Et regardez, nous expliquer que la crise est derrière nous. Regardez ce Fillon nous dire, oui c'est vrai, il y aura encore plein de licenciements en 2009 et en 2010, mais dans l'attente d'une reprise. Regardez cette Madame Lagarde, vous savez Madame Lagarde, question d'actualité, qui du haut de Bercy nous annonce tous les matins qu'elle voit des signes annonciateurs de la reprise. Alors aujourd'hui, quand même, elle précise un peu sa pensée dans une interview que je vous conseille, d'un journal qui ferait bien parler un peu plus du front de gauche, Parisien aujourd'hui. Elle dit quand même, il faut maintenant redevenir un peu sérieux, elle dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est de vous qu'elle parle. On ne peut pas avoir d'un côté un système d'amortissement social favorable, elle parle d'indemnisation du chômage, etc., sans avoir en contrepartie le prix à payer. Et alors, à la fin, elle précise le prix. Elle dit il faut très clairement qu'on s'attaque à l'efficacité de la dépense publique. En langage de Madame la Marquise, cela veut dire il faut encore supprimer des dépenses publiques et sociales. C'est ça qui nous prépare. Il y a une recommandation de la Commission européenne qui dit qu'il faut que maintenant la France accélère la privatisation, y compris des services sociaux d'intérêt général. Et ils disent aussi de Bruxelles qu'il faut maintenant que la France s'attaque à son déficit public, ça veut dire plus d'impôts, ça veut dire moins de dépenses publiques. C'est ça qu'il faut faire. Alors il faut les stopper. Et le barrage, c'est le front de gauche. Le front, voter pour le front de gauche, qu'est-ce que c'est? C'est dire que ceux qui ont raison aujourd'hui, ce n'est pas Sarko, Merkel et compagnie. Ceux qui ont raison aujourd'hui, ce sont les gaziers électriciens, les postiers, les cheminots qui se battent pour les services publics contre les directives de libéralisation. Voter front de gauche, c'est dire que ceux qui ont raison aujourd'hui, ce sont ces salariés, comme ceux de Mollès, de Friskel ou d'autres, qui se battent pour leur emploi et pour leur entreprise, contre ceux qui sont prêts à créer des friches industrielles pour pouvoir verser des dividendes aux actionnaires. Ceux qui ont raison aujourd'hui, ce sont ces chercheurs, ces enseignants, ces hospitaliers qui se battent tout simplement pour accomplir leur mission et ainsi respecter vos droits. Oui, ceux qui ont raison sont ceux-là. Ce sont ceux qui se battent. Ce sont eux qui portent les vraies solutions pour sortir de la crise. Ce sont eux qui portent le vrai plan de relance. Voter contre front de gauche, c'est dire c'est cela les solutions que nous voulons porter en France et au Parlement européen. En fait, le vote front de gauche, c'est le vote de ceux qui veulent un bouclier social et non pas un bouclier fiscal. Ceux qui veulent la maîtrise sociale du marché et non pas de la loi de la jungle capitaliste. Ceux qui veulent une nouvelle avancée démocratique et non pas l'autoritarisme du prince. Le front de gauche et vos exigences. Et nous, ce n'est pas des discours, parce qu'avec les députés communistes et les députés du parti de gauche, nous nous sommes battus jeudi dernier pour interdire les licenciements boursiers, interdire les parachutes dorés, créer un fonds public en nationalisant les banques. Oui, nous avons mené ce combat. Et hier, le vote a eu lieu. Consultez le site de l'Assemblée. Regardez ce qu'ont fait vos députés. Mais quand même, nos propositions de loi, elles ont recueilli 186 voix selon les votes. Ça veut dire que lorsqu'il y a lutte et lorsque ces luttes rencontrent une réponse politique, eh bien toute la gauche est obligée de bouger et de se prononcer par rapport à ces lois. Eh bien, ce que nous avons fait au niveau national, au niveau de l'Assemblée nationale, nous voulons le faire avec Jean-Luc, avec Cathy et avec d'autres députés du front de gauche au Parlement européen, où ils se battront pour un moratoire contre les directives de libéralisation, pour un nouveau rôle de la Banque centrale européenne, pour la monétisation sociale par le haut, pour aussi que l'Europe sorte de l'OTAN et soit réellement un espace de paix, et notamment un espace qui porte la paix au Moyen-Orient, pour qu'enfin le peuple palestinien vive à côté d'un État israélien. Alors vous vous rappelez les oui-wistes. Les oui-wistes, ils nous disaient toujours vous n'avez pas de plan B. Eh bien moi je vous dis que quelque part, enfin, avec le front de gauche, nous sommes en train de construire le plan B.
Le front de gauche, c'est la seule possibilité d'enrayer leur machine infernale et de sortir de cette valse des égos et du renoncement que nous avons trop connu à gauche. Alors le 7 juin, utilisons ce vote pour, comme le dit si bien Cherfi dans l'Humanité ce matin, l'Humanité, le journal qui porte le rassemblement autour du front de gauche, il dit « J'aime ceux qui rêvent et qui dans le même temps ne se racontent pas d'histoire. Ça fait la différence. Ceux qui construisent de l'utopie à l'égard des illusions, ceux qui ne prennent pas les mirages pour des réalités, mais la réalité comme porteuse d'espoir. Eh bien, c'est ça que veut faire le front de gauche, ouvrir l'espoir, porter l'espoir et aller se battre pour changer réellement les choses. Alors, si on s'organisait pour aller le plus loin possible dans la victoire dimanche, quand vous organisez une lutte dans votre hôpital, dans votre entreprise, dans votre bureau, dans votre école, comment vous faites? Vous vous adressez à vos collègues de travail, vous leur dites « il faut qu'on se voit, ce midi, on se prend une demi-heure, on va discuter de nos revendications, de la manière de se battre ». Eh bien, si demain, après-demain, dans vos entreprises, vous appelez vos collègues, vous leur dites « allez, on prend ce midi un peu de temps, on va se réunir, on va discuter des enjeux de l'élection européenne, je vais vous parler du front de gauche, et ensemble, nous allons prendre des dispositions pour pas partir à la manif le 7 juin, mais pour partir au bureau de vote et exprimer comme en manif nos revendications. Eh bien, c'est cela qu'il faut faire dans les heures qui viennent. Et méfiez-vous, dites-leur à vos collègues qu'ils se méfient des faux nez, les faux opposants à Nicolas Sarkozy. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans la tête de Bayrou, c'est pas compliqué. Il ne veut pas changer de politique. Vous vous rappelez, Bayrou, il avait dit, dans une de ses interventions très importantes à la télévision pour le oui, il avait dit « si le monde l'emporte, il y aura plus de 40 jours de déluge ». Vous vous rappelez pas de ça? Bayrou, il ne veut pas changer de politique. Bayrou, il veut chasser Sarkozy pour prendre la place de Sarkozy et faire la même politique de Sarkozy. Beyrouth, c'est is no good. Et alors, Cohn-Bendit, il faudra m'expliquer comment on peut parler écologie et être pour la privatisation du secteur énergétique, la privatisation du secteur des transports, etc. Il y a quelque chose qui ne colle pas, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis sur le vote utile. Le vote utile. Réfléchissons un peu, ce vote utile, il nous a emmenés combien de fois dans le mur? Combien de fois? Combien de fois il a fait échouer la gauche? Est-ce que c'est utile d'envoyer de nouveaux députés au Parlement européen qui vont faire la même politique que le PPE ou le PSE qu'elle fait depuis des années au Parlement européen? Ça va changer quoi à vos vies? Le vote utile, c'est le vote qui fait bouger les choses, c'est le vote front de gauche. Et qu'on ne nous dise pas que les élections européennes, ce ne serait pas important, parce qu'ils aiment bien l'abstention, en fait, tout cela. L'UMP, tout ça, ils aiment bien l'abstention. Et hélas, des fois, j'entends des voix à l'extrême gauche où la fête de lutte ouvrière nous a expliqué qu'en fin de compte, les gens avaient tellement de soucis dans les têtes, le chômage, etc., voter, ça servait à quoi? Ben oui, justement. Les gens qui se battent, ils veulent aussi prendre le pouvoir. Moi, je ne suis pas de gauche pour dire aux gens manifester et laisser la droite au pouvoir. En général, quand on est de gauche, on veut prendre le pouvoir pour le rendre au peuple. Imaginez, il y a 44 députés au groupe de la gauche unie européenne. Imaginez si en plus, il y avait Jean-Luc, il y avait Cathy, il y avait Patrick, il y avait Jackie, il y avait Hélène, il y avait Jacques, il y avait Marie-Christine, il y avait Marie-France et Élie, O'Haraud, candidat dans les dom-toms. Si tout cela venait renforcer le groupe de la gauche unie européenne, et puis aussi d'Allemagne, d'Italie, d'autres qui viendraient se joindre, si on passait de 44 à 60, à 100, à 150. Mais c'est tout la face de l'Europe qui serait changée. Parce que ceux qui nous disent que le Parlement européen, il n'a pas de pouvoir, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a trop de libéraux au Parlement européen. Et le problème, c'est qu'il y en a à droite, mais ça c'est normal, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des idées libérales à gauche. C'est ça qu'il faut changer, et ça, c'est les députés front de gauche. Alors, pour terminer, permettez-moi de lancer un appel. Et cet appel, répétez-le dans les heures et les derniers jours qui viennent. Je précise qu'on peut faire campagne jusqu'à samedi soir, vous n'arrêtez pas vendredi.
Je veux lancer un appel aux hommes et aux femmes de gauche, électeurs socialistes, écologiques, républicains, et je sais dans cette salle, puisque je les ai rencontrés en venant, qu'il y a des hommes et des femmes issus du MRC qui sont présents et qui ont rejoint le Front de gauche. Et je veux les saluer. Je dis à ces hommes et ces femmes, on ne vous demande pas de renier votre attachement au parti auquel vous êtes attachés. On ne vous demande pas ce que vous avez voté il y a 10 ans ou ce que vous allez voter dans 4 ans. On ne vous demande pas cela. On vous demande simplement de saisir cette chance historique pour la gauche française, que se lève enfin dans notre pays une alternative de gauche qui soit porteuse d'un véritable projet de changement et qui soit porteuse d'un désir, d'une démarche, d'une volonté de rassemblement permettant que petit à petit se créent les conditions d'une majorité populaire, d'un front populaire, d'une majorité politique, d'un front politique, permettant au peuple de reprendre le pouvoir pour changer sa vie. Eh bien, ça vaut le coup de transgresser vos appartenances, ça vaut le coup de transgresser vos votes précédents. Allez, comme vous l'avez fait en 2005, on s'est retrouvés majoritairement sur le non, sans écouter certains états-majors. Eh bien, faites ce même geste de liberté, faites ce même geste de bonheur, donnez-vous de l'espoir en votant Front de gauche. Merci. Merci Marie-Georges Buffet. Vous avez bien compris, hein, transgresser. Et maintenant, je vous demande d'accueillir un autre courageux. Il est président du bureau national du parti de gauche, mais ce soir, et depuis le début de cette magnifique campagne, il est tête de liste pour le Front de gauche dans la région sud-ouest. Jean-Luc Mélenchon. Comme c'est émouvant de vous voir. Et qu'est-ce que vous êtes nombreux. Alors là, vous êtes beaucoup trop nombreux. Parce que je vous l'ai déjà dit, plus on est nombreux, moins on en parle. Et vous allez voir que ce soir, ça va être comme les autres fois, hein. On est plus de 3000, c'est comme s'il n'y avait personne. Et les autres, ils sont 600, c'est comme si la terre entière y était. Alors, mon premier mot est pour vous, mes amis, qui avez permis que se vérifie ce à quoi nous croyons si profondément. Le peuple est pour lui-même sa première force. Chacun s'est donné dans cette campagne et va se donner, je le sais encore, dans les jours qui viennent, de façon si magnifique. Quel bonheur, quelle jubilation de voir tant de camarades qui parfois avaient jeté le manche avec la cognée, tant les responsables les avaient exaspérés. Les responsables en général, hein. Tant de camarades remontés en ligne pour la bataille politique. Quelle jubilation de voir et quel honneur ces syndicalistes qui ne s'étaient pas engagés dans un parti pris politique depuis si longtemps venir vers nous et nous dire ça ne suffit pas de nous applaudir et de nous encourager dans vos meetings, il est temps que vous preniez votre part de responsabilité et la tâche qui vous revient, qui est de tracer un horizon politique. Merci à vous tous, mes camarades, mes chers concitoyens, qui avez mené cette campagne dans toute la noblesse et la dignité de ce qu'est la citoyenneté, c'est-à-dire non pas regarder, mais agir, s'impliquer, non pas dire ce que l'on croit bon pour soi, mais dire ce que l'on croit bon pour tous. Tel est l'idéal républicain, et nul ne l'aura fait vivre davantage que nous, avec les humbles moyens qui sont les nôtres et qui, additionnés les uns aux autres, font de nous cette puissance que rien ne peut arrêter. Mes chers concitoyens aussi, un mot d'amitié pour mes colistiers. D'abord parce qu'ils ont la tâche ardue d'avoir à supporter la fin du meeting où c'est moi qui parle, et qu'ils le font avec le sourire, mais surtout parce que combien de fois eux-mêmes ils ont porté la parole jusque dans le plus reculé des villages. Comme nous l'avions dit,
Peut-être que nous n'avons pas tenu totalement notre objectif, mais une réunion par canton, une par dépôt de la SNCF, de l'EDF, autant qu'on le pouvait par école. Bref, partout où est ce peuple ouvrier immense des travailleurs qui constituent la première classe sociale de ce pays, la plus nombreuse, qui trime sans barguigner et qui fait la richesse immense de la patrie républicaine des Français telle que nous pourrions tous vivre dignement de notre travail, tant il produit. Je suis allé et venu avec vous tous. Merci de m'avoir amené ici, là où il fallait. Respirer ce parfum de la France, comme disait Aragon, ma belle, ma rebelle. Et alors là, dans le Grand Sud-Ouest, le cœur tape. Et la trame des fils du temps profond, unit les révoltes obscures, parfois à forme religieuse, jusqu'à la gloire des grandes révolutions. Révolte populaire du pays cathare, qui culmine avec le vote de leurs 5 députés conventionnels régicides, et la gloire de Vadier, président du comité de sûreté générale. Qu'il est bon alors de faire campagne au pays de Montaigne et de la Boétie, quant au plus obscur des guerres de religion, la voie tranquille de la raison, faisant son chemin dans l'ombre du fanatisme, va pas à pas, confortant l'autonomie du sujet politique par rapport à l'autorité religieuse. À la Boétie, mort à 18 ans, que sa parole reste vraie, qu'elle est forte. Ils, les tyrans, ne sont forts, dit-il, que parce que nous sommes à genoux. Alors debout, et c'est ce que nous avons commencé à faire. Alors debout. Et comme il est bon, ouais, debout la gauche, celui qui reste assis, comme il est bon de faire campagne dans le Grand Midi-Pyrénées, patrie de Jaurès, dont les paroles fanales de combat allument dans nos cœurs, génération après génération, les mêmes brasiers, ceux du socialisme et de l'espérance des matins de lumière. Nous abandonnons la cendre pour en garder la braise. Nous abandonnons la cendre des paroles creuses du Parti socialiste européen vautré dans la collaboration avec les partis de droite. Et nous gardons la braise de Die Linke, Synapismos en Grèce et de tous les camarades qui, partout en Europe et dans le monde, ont repris le chemin du combat, et notamment de nos frères d'Amérique latine qui, à la porte de l'Empire, ont relevé le défi et commencé à bouleverser leur société. Je pensais en pays cévenol, alors que mon ami, le directeur de l'UMA Dimanche, André Sicodicola, avait fait des pieds et des mains pour que j'aille au Mas sous Beiran, voir le point de départ de la révolte des Camisards. Je crois que c'est la maison d'Abraham Mazet. Et Wurst et moi, comme saisis par ces pierres sèches, nous allions, alors qu'on nous avait dit qu'on allait faire un discours, tout muets et saisis, d'un panneau à l'autre de cette exposition. Et vient le moment où, pour finir, ce qui s'est imposé à nous, c'est ce visage de femme, de cette femme qui, avec les autres, à ce moment-là, protestait pour la liberté du culte. Marie Durand, emmurée 47 ans parce qu'elle refusait d'abjurer. C'était la bataille pour la liberté du culte, mais cette femme et les autres menaient une bataille dont elle n'imaginait pas la puissance des flagratis, celle de la liberté de conscience, par quoi tout commence. Gloire à la terre cévenole, qui, pour finir, vit le fils de l'avocat qui les défendit, ces femmes, Rabot Saint-Étienne, au moment du serment du jeu de paume, être le premier président de la première Assemblée nationale de notre patrie républicaine, clamer pour nous tous et pour chacun d'entre nous, je ne réclame pas la tolérance, je réclame la liberté.
La liberté, nous la réclamons dans cette campagne. Nous réclamons la liberté d'être informés et nous montrons du doigt le service public qui s'est couvert de honte en nous expulsant des plateaux des débats. Nous, qui sommes les premiers à le défendre, nous qui marchons toujours en tête de toutes les luttes pour la liberté, il aura fallu que nous recevions cette gifle venue des nôtres. Quand on laisse monter sur un plateau un représentant d'un parti sortant dont nous ferons bientôt un parti sorti, le représentant du Front National qui n'est élu par personne, tandis que moi, qui suis un parlementaire de la République française et qui vous représente vous tous, j'en ai été éliminé. Alors, j'attends les protestations, les récriminations de ceux qui ont l'habitude de porter en bandoulière leur conscience professionnelle et leurs protestations pour la liberté de la presse à cet égard. Ce jour-là, elle fut piétinée. Mais j'en reviens à ces cévenols. Puisqu'au fond, chaque fois qu'une lutte est entreprise, qu'elle ouvre un espace plus grand que celui auquel on s'attendait. Alors, je dédie notre grand rassemblement de ce soir, la ferveur que je sens en vous, à ce moment où nous avons le sentiment d'écrire une nouvelle page de la glorieuse histoire de la gauche dans ce pays. Je le dédie à tous ces travailleurs qui, serrant les poings, serrant les dents, se voient parfois jetés à la mort sociale et continuent la lutte et la mènent de pied ferme jusqu'à la dernière seconde parce qu'ils luttent pour l'intérêt général. Ils luttent pour l'intérêt général, les travailleurs de la Célanaise, qui luttent pour qu'enfin il y ait une politique industrielle dans ce pays. Les travailleurs de ESK qui défendent des productions de pointe, les travailleurs d'EDF qui défendent le service public, entreprise intégrée pour laquelle ils se battent en notre nom à tous, les cheminots, les instituteurs, bref, tous ceux qui, partant de la considération que leur inspire leur situation, les conduit à mener une lutte qui va fracasser les forteresses dans lesquelles sont enfermés les tyrans et qui repose sur le fait que nous nous contentons de leur domination, que nous l'acceptons. Non, nous la refusons et c'est le mouvement que nous portons. Alors, nous nous adressons à nos compatriotes, à nos concitoyens, et vous allez entendre des arguments que vous avez déjà, vous, entendus, mais qu'il nous reste à faire entendre encore inlassablement jusqu'au dernier jour. Françaises, Français, la majorité d'entre vous a voté non au traité constitutionnel, il ne l'a pas fait par erreur. Vous n'avez pas voté par distraction ni par un coup de sang, mais parce que vous avez estimé que ce traité constitutionnel, en cela même qu'il institutionnalisait le libéralisme, était mauvais pour votre patrie républicaine comme pour l'ensemble des peuples d'Europe. Lorsqu'on vous représente le traité de Lisbonne, qui en est la copie conforme de l'aveu même de son auteur, le président Sarkozy, alors il est de votre devoir de cohérence de vous dire ce que je ne croyais pas bon hier, je dois le reconsidérer et me demander si entre-temps c'est devenu bon. Et alors, nous vous disons du front de gauche, regardez attentivement quels sont les défis qui vous sont lancés. Lorsque vous voyez au plein cœur de la crise du capitalisme que la racine du mal est la financiarisation de toute l'économie, alors demandez-vous si le traité de Lisbonne empêche cette financiarisation. C'est tout le contraire. Il la favorise, il l'accentue jour après jour. Et pendant cette campagne électorale où chacun vous a regardé de haut, vous disant que vous ne vous intéressiez à rien, ceux-là même qui vous méprisent et vous accablent et vont demain vous reprocher votre abstention, si vous vous abstenez. Ceux-là même sont ceux qui ont continué à voter jour après jour au Parlement européen et jusqu'au 21 avril dernier des directives de privatisation des services publics, la main dans la main le Parti socialiste européen et le parti de la droite. Nous vous demandons de considérer qu'alors, s'il en est ainsi, vous devez, comme nous le faisons nous jusqu'au dernier moment, dans le respect des institutions et notamment de la lettre du traité lui-même, tant que tout le monde ne l'a pas adopté, ce traité n'est pas adopté, parce que c'est ce qui est écrit dans le traité. Et si ce traité n'est pas bon, alors notre devoir de citoyen est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le repousser. Demandez-vous si, au moment où le capitalisme entre dans la crise qui inéluctablement va provoquer d'immenses bouleversements sociaux et politiques, demandez-vous si pour combattre les délocalisations, la bonne solution ce n'est pas comme nous le pensons et comme nous tenons notre bannière aujourd'hui, de dire qu'il faut harmoniser les législations sociales par le haut pour que l'on cesse de prendre son pain à l'ouvrier à un endroit pour en donner la moitié à l'autre dans un autre endroit.
pour que l'on cesse de dresser les peuples les uns contre les autres dans la lutte pour la survie? Est-ce que ce n'est pas l'harmonisation sociale? Alors sachez que nous ne nous payons pas de mots. Nous ne sommes pas de ceux qui écrivent des lettres au Père Noël. Nous vous disons que lorsque nous disons nous sommes pour l'harmonisation sociale, nous pouvons vous regarder dans les yeux, parce qu'en même temps, nous disons nous ne signons pas le traité de Lisbonne. Et nous vous appelons à faire comme nous. Nous vous disons, quand voici que roulent de nouveau des musiques que nous ne voulons pas entendre, du bellicisme, quand nous voyons que l'on plonge notre pays dans une inféodation totale à l'Empire et à l'armée des États-Unis d'Amérique, auxquels dorénavant nos propres états-majors sont soumis, alors que nous, les Français, nous offrions de mettre en partage, si nous le voulions, au reste de l'Europe les moyens d'une défense indépendante qui en aurait fait un pays capable d'intervenir pacifiquement dans les débats du monde pour la paix, nous vous disons, est-ce que vous jugez raisonnable que, sans même définir ce qu'elle sera, le traité de Lisbonne dise que la défense de l'Europe sera conforme à la politique de l'OTAN? Nous disons que non, et nous disons que le chemin d'espoir, le chemin de lumière, le chemin de raison est celui qui conduit à dire il faut sortir de l'OTAN. Il faut sortir de l'OTAN. Nous n'avons rien à faire la guerre le long des pipelines. J'ai pris ces 3 exemples et j'en prends un ultime. Réfléchissez. Vous le savez comme moi. La crise du capitalisme nous amène à la crise politique. 4 pays ont déjà perdu leur gouvernement de ce fait. Et regardez ce que vous annoncent les enquêtes d'opinion. Prenez-les comme vous voulez. Oh, pas pour nous, nous avons des nerfs d'acier et le yo-yo auquel on nous condamne depuis quelques semaines aura finalement endurci nos caractères. Non, mais regardez l'ensemble. Et est-ce que ce n'est pas le symptôme majeur d'une crise politique qu'on nous annonce un tel niveau d'abstention, c'est-à-dire de désengagement des citoyens, qui n'est pas désintérêt, mais qui est une manière de fustiger ce qu'ils ressentent comme une comédie, et ils se trompent, car notre liberté ne s'use que si on ne s'en sert pas. Ils se trompent, mais il n'empêche, il signifie quelque chose. N'est-ce pas précisément une crise majeure pour une république que son peuple tourne le dos au moment où on l'appelle à se prononcer sur ce qui est d'intérêt général et sur ce qui concerne 80% des lois et règlements qui s'appliquent à lui? Et n'est-ce pas, d'un autre côté, la prémisse et l'annonce de quelque chose de plus terrible encore, que le pouvoir en place, auteur du traité constitutionnel qui est en débat dans cette élection, auteur d'une présidence européenne dont chacun a pu mesurer ce qu'elle était, que ce pouvoir-là ne recueille, si l'on en croit les enquêtes d'opinion, et au maximum de sa force, que 30% d'adhésion parmi ceux qui votent, tandis qu'oppositions de droite et de gauche, et je n'ai pas l'intention de les confondre, à elles toutes font 70%. Est-ce que ce ne sont pas quelque chose de la prémisse du grand chambardement qui se présente devant les Français? Raison pour laquelle il y a le front de gauche. Raison pour laquelle le front de gauche se présente aujourd'hui non seulement pour l'Europe mais pour la France comme une alternative. Est-ce que ce que nous avons annoncé, chers concitoyens, n'est pas en train de se produire? Alors, nous parlons aux progressistes. Car la querelle qui est commencée dans cette élection, qui prolonge la grande controverse de 2005, ne s'achèvera pas le soir du vote. Au fond, maintenant, nous voici tous rendus au pied du mur. La crise du capitalisme et le désastre écologique qui s'avance. Jamais aucune génération n'avait eu, comme la nôtre, à affronter ces 2 défis majeurs pour l'humanité. Ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas seulement de nos résultats électoraux, c'est de l'avenir de la civilisation. Quels principes mettons-nous au poste de commande? Voilà la grandeur du combat que nous menons. Quels principes mettons au poste de commande? La compétition de chacun contre tous ou bien la coopération? La concurrence ou bien la solidarité? La main invisible du marché qui, par une métaphysique mystérieuse, organiserait par la confrontation de l'intérêt particulier, notamment celui des plus puissants, au bout du compte, on ne sait quel intérêt général, ou bien le débat argumenté et libre et informé et éclairé des citoyens, définissant tous ensemble, par la seule voie de la raison et des arguments échangés,
à l'abri de toute injonction des vérités révélées. L'intérêt général. Voilà ce qui est en jeu. Eux ont choisi, ils vous le disent, ils vous le répètent. Tout à l'heure, on vous l'a rappelé, le président Sarkozy a dit « Nous allons profiter de la crise pour faire avancer les réformes ». Ils ne cessent de dire qu'au bout du compte, il n'y a pas d'autre perspective que davantage de flexibilité, davantage de dérégulation. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vous en convaincre, raison pour laquelle ils ne vous en parlent jamais. Et ainsi ne vous ont-ils jamais parlé de leurs 5 votes consécutifs pour organiser une zone de dérégulation encore plus intense, encore plus large, entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, le grand marché transatlantique auquel seul le groupe présidé par Francis Wurst s'est opposé. Voilà ce qui se passe. Voilà les principes qui se confrontent. Le cœur des gens de gauche est plus large que les pancartes qu'ils portent. Et nous savons, quand nous marchons dans une élection, que nous portons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la continuité de combats qui nous sont antérieurs et que nous préparons un chemin d'avenir, mais que jamais nous n'avons senti autant qu'à cet instant peser sur nous la responsabilité du futur. Amis, si je me suis référé à Jean Jaurès dans toute cette campagne, ce n'est pas seulement parce qu'il est bon, juste et nécessaire de n'oublier jamais que nous ne sortons pas du néant. De quelles luttes opiniâtres, si souvent minoritaires, est née la splendeur de ce pays, de ses conquêtes sociales, du dynamisme de son peuple, mais aussi parce que nous y recevons des leçons pour le temps long. Je m'interrogeais, c'est de mon âge, c'est de ma responsabilité, voyant la confiance qui s'investit en moi, comme en tous mes camarades de combat. Je me disais, et lui, comment il s'est représenté cette crise majeure? Je lisais parce que on me l'a redonné à lire, c'est le camarade secrétaire départemental de la Fédération communiste du Tarn qui l'a lu à la tribune et il m'a passé ensuite le texte. Les dernières correspondances de Jaurès, quand même, il n'y a pas pire situation, hein. Depuis 1913, il sait que la classe ouvrière aura les plus grandes difficultés à arrêter la guerre, dont il mesure l'ampleur et la sauvagerie qui va déferler. Il le sait parce que le Parti social-démocrate allemand a décidé à son congrès d'Erfurt qu'il n'y aura pas de grève générale s'il y a la guerre, c'est-à-dire qu'il y aura la guerre. Et voyant le chaos s'avancer, il dit à ses camarades et à ses amis dans l'humanité, au milieu de ces troubles et de ce chaos qui s'avance, il faut garder allumée la lumière de la raison et la force des principes qui nous animent. Nous allons garder la lumière de la raison et mieux, la force de notre cohésion, de notre union, de notre enthousiasme. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas la civilisation rouler à l'abîme libéral, parce que nous aurons, si modeste qu'il apparaisse d'abord, mais si grand qu'il s'annonce, un outil en main pour changer les destins, et il porte un nom, c'est le Front de gauche, mes camarades et mes amis. C'est le Front de gauche. Nous ne serons pas comme nos camarades allemands, pieds et poings liés au fourgon de la droite, avant que ne soit relevé le drapeau de Die Linke. Nous ne serons pas comme nos malheureux camarades italiens, qui n'ont plus aucune représentation politique parlementaire du fait de la politique d'allégeance au centre-gauche qui a été celle des Romano Prodi, Veltroni et autres capitulars. Nous ne serons pas dans cette situation abaissée où la gauche, ses idées, sa confiance dans cet horizon qu'elle trace qui s'appelle une nouvelle République, une République sociale, celle qui met d'abord au poste de commande la coopération et la solidarité, une République démocratique où la citoyenneté ne s'arrête pas dans la cité, mais où, comme l'a dit Jean Jaurès, après qu'on ait fini de faire des Français des rois dans la cité, il est temps d'en faire des citoyens dans l'entreprise. Cette nouvelle République qui mettant en commun, sous l'impératif de l'intérêt général, le bien commun proclamera
que la nécessité écologique doit s'imposer à tous les intérêts particuliers et que l'on fera que dorénavant, la marchandise doit être payée à son prix juste, c'est-à-dire incluant toutes les dégradations que sa production occasionne. Voilà. Apparemment, ils veulent que je boive. C'est qu'ils me soignent en plus, hein, ils me font durer. Hein. Voilà l'horizon que nous traçons. C'est le moment de dire quelques mots sur le front de gauche. Vous les connaissez déjà, mais c'est pour que vous les répétiez. Le front de gauche part d'une idée fort simple. Prenez le problème par le bout que vous voulez. Aucun parti ne peut à lui tout seul réunir 51% des suffrages. Et nous nous battons pour constituer une nouvelle majorité politique populaire dans ce pays. Tout à l'heure, Marie-Georges Buffet, dans une phrase d'une extrême importance dans le contexte dans lequel nous sommes et où je sais combien vous êtes attentifs à chacune des paroles prononcées, a dit que tel était notre objectif et que nous avions en vue, à travers la construction du front de gauche, dans son implication populaire, la construction d'un nouveau front populaire. Mes amis, qu'il me soit permis, une fois dans cette campagne, de préempter un terme avant qu'il ne soit récupéré et transformé en charpie par d'autres. Comme c'est notre objectif, alors nous ne connaissons qu'une méthode, rassembler la gauche. Mais quand nous disons rassembler la gauche, nous ne pensons pas d'abord à un cartel d'organisation. Nous pensons d'abord à la gauche réelle, celle dont je parlais tout à l'heure, celle des luttes et des combats qui veut exprimer politiquement le sens de ces luttes et ces combats. Tel est l'objectif du front de gauche. Incarner cette expression. Rassembler la gauche, cela signifie que nous devons faire la clarté sur des objectifs qui permettent ce rassemblement. Et nous disons, quand nous combattons le traité de Lisbonne, comme l'ont fait tous nos prédécesseurs, s'opposer, c'est affirmer, ce n'est pas seulement nier. Nous, front de gauche, au pouvoir, si vous vous demandez ce que nous allons faire, nous pouvons vous dire, c'est écrit dans le traité de Lisbonne, nous faisons le contraire. Nous faisons l'harmonisation sociale, nous limitons la circulation des capitaux, nous faisons une politique industrielle, nous ne permettons pas que la France devienne une friche, nous sommes pour que les paysans puissent vivre dignement de leur travail, nous sommes pour que chacun soit soigné correctement et donc nous défaisons la réforme de Madame Bachelot, pour que les enfants soient correctement éduqués, donc nous défaisons la réforme de M. Darcos et ainsi de suite. Mais pour que cela soit possible, il faut d'abord commencer par libérer la gauche de la tutelle de cette liaison avec la droite que représente le traité de Lisbonne et les politiques libérales. Le front de gauche veut libérer la gauche pour pouvoir changer la France. C'est une compétition loyale. Amis, camarades, mes chers concitoyens, nous ne serons jamais le parti pris de l'invective. Nous sommes le parti pris du rassemblement, de la main tendue, d'une capacité de patience inépuisable pour argumenter. Nous disons à ceux qui s'apprêtent à s'abstenir, ne le faites pas, s'il vous plaît. Agissez en citoyen. Et même, on ne vous demandera peut-être même pas de penser ou de voter comme nous.
mais faites vivre la liberté, parce qu'on vous prévient, quand nous, le Front de gauche, nous serons au gouvernement et au pouvoir, on va beaucoup voter. Comme en Amérique latine. La deuxième fausse solution, c'est cette histoire du vote utile. Peut-être que vous ne le savez pas, mais à cet instant, nos discours sont retransmis. Ça me fait l'obligation d'une certaine concision. Qu'à main signe, on croit voir que je ne respecterai pas tant que ça, mais ça vous crée aussi un devoir à vous. Je voudrais que l'on voie que nous n'invectivons pas. Le vote utile est une expression absurde dans une élection à la proportionnelle à un tour. En aucun cas, cela ne peut avoir le sens que ça dans une élection à 2 tours. C'est donc gravement offenser l'intelligence des Français, de ses concitoyens, que de vouloir leur faire croire une fadaise pareille. Au demeurant, c'est une sottise arithmétique, car dans une élection comme celle-ci, lorsqu'on franchit 5% des suffrages exprimés, on participe à la répartition des sièges. Dès lors, je comprends qu'elle ait d'autres préoccupations que des mathématiques un peu rigoureuses, Martine Aubry se trompe. Se trompe par une erreur de calcul pour lequel nous exprimons notre indulgence. Il n'est donc pas vrai qu'à moins de 10%, l'on ne soit pas représenté, et il n'est pas vrai que le vote utile soit celui qu'elle croit. Je vais en faire une toute petite et rapide démonstration. Dans le Grand Sud-Ouest, si l'on en croit les enquêtes d'opinion, comme en région parisienne, si l'on en croit les enquêtes d'opinion, eh bien, le dernier siège en balance, il est entre l'UMP et le Front de gauche. Par conséquent, si le sentiment naturel des gens de gauche les pousse à vouloir ôter la possibilité d'un siège à la droite, loyalement, dans la démocratie, alors le vote utile, c'est arithmétiquement le vote du Front de gauche. Je ne dis rien du vote efficace, slogan qui a disparu en cours de route. Oh, comme disait Jaurès, là encore, hein, quand les gens ne peuvent plus changer les choses, ils changent les mots. Ben ouais. Mais comme on est à Toulouse et qu'il n'y a pas de bonne campagne électorale sans un peu de bargain, je ne veux pas manquer d'évoquer la riche personnalité de Martin Schulz, président du groupe du Parti socialiste européen, qui a reproché à Toulouse à M. Bayrou de parler en France comme Karl Marx et de voter au Parlement européen comme les libéraux. On avait cru que c'était les libéraux le problème. Non, c'était visiblement Karl Marx. Parce que le même Martin Schulz, qui est un homme politique conséquent, n'a pas craint de postuler, lui, président du groupe du Parti socialiste européen, venu à Toulouse pour clamer avec ses camarades Stop Barroso, n'a pas craint de retour en Allemagne de présenter sa candidature pour faire partie de la prochaine commission Barroso. Et Franz Müntefering, le président du SPD allemand, lui,
signataire du manifesto dont se réclament si fort les dirigeants socialistes, lui n'a pas craint de dire qu'il trouvait naïf de vouloir s'opposer à la candidature de M. Barroso. Eh bien, les naïfs, les voici. Les députés du Front de gauche siégeront au groupe de la GUE, la gauche unie européenne qu'a présidé Francis Wurth avec tant de talent et tant de brio. Pas un d'entre nous ne votera pour M. Barroso. Pas un d'entre nous n'est candidat à être membre de la commission Barroso. C'est tout le contraire. Directive après directive, nous voterons contre tout ce que propose la commission de M. Barroso et nous ferons vivre l'idéal d'une gauche indépendante des combines avec la droite au niveau européen. Je finis sur cette affaire de vote utile. Je forme le vœu que la campagne se termine dans la dignité et le respect mutuel qui est nécessaire à gauche quand on ne veut pas insulter l'avenir. Il n'est pas sûr que tous les citoyens qui votent Front de gauche pratiquent le pardon des offenses. Et c'est pourquoi je mets en garde Gilles Savary. Il n'est pas bon de dire, pour terminer une campagne, comme si c'était un argument, que je suis un nationaliste au motif que j'aime ma patrie républicaine, oui monsieur, et que je vais finir par voter avec l'extrême droite. Il n'est pas correct que Vincent Peillon dise que ceux qui vont voter Front de gauche, croyant bien faire, finiront par voter pour faire élire quelqu'un de droite. Ce n'est pas comme ça que nous voyons le débat. Et j'ai un mot à dire. Pas eux, je les connais trop, ils me connaissent trop. Je crois que nos cas mutuellement sont irrécupérables. Nous ne changerons pas, ni moi, ni eux. Hélas, eux non. Je pense à ces milliers d'hommes et de femmes qui ont fait avec nous la grande victoire de 2005. Mes camarades, mes amis socialistes, vous tous, vous êtes nombreux ici, qui avez quelques arêtes dans la gorge à ce sujet, tendez la main. Pensez à ce qu'est aujourd'hui leur désarroi et sans doute leur tristesse de se voir embarqués dans une aussi mauvaise cause. Moi, je vous dis, camarades, amis socialistes, allez, reprenez comme vous l'avez toujours fait. D'abord la conviction, l'étiquette après. D'abord le bon combat, avec nous. Venez, aidez-nous. Aidez-nous, nous avons absolument besoin de vous pour redresser cette situation et pour faire remonter sur la scène politique cette gauche des profondeurs et du peuple qui en a été chassée par ces perroquets, ces griots qui répètent les slogans du traité de Lisbonne, la bouche en cœur et l'air émerveillé de leur courage, qu'ils ne s'imposent pas eux-mêmes, mais qu'ils imposent à tous ceux qui ont à pâtir des conséquences de cette politique. Voilà. Je crois être au bout de ce que j'avais à dire ce soir pour conclure cette campagne. Je reviens à ces images du pays Cévenol, parce que ça m'a marqué. Alors cette femme, elle grave dans la pierre de sa prison un mot qui sans doute a dû beaucoup l'aider pendant ces 40 longues années. Résister. Elle écrit dans la pierre, résister. Et c'est comme un drapeau pour nous. Résister, c'est affirmer. Résister, c'est exister. Résister, c'est annoncer la perspective d'un autre horizon, que demain peut être différent d'aujourd'hui. Résister, résister, voter, voter. Gloire à la République, vive le socialisme.